Aujourd'hui, en entrevue, Diane a le plaisir de vous présenter Paul McNicol, présidente directrice générale du groupe RDL. Elle qui possède 6 bureaux de comptables, qui est rendu le 11e plus grand bureau au Québec, comme spécialiste en comptabilité et fiscaliste. Évidemment qu'il y a des questions d'argent dans l'achat, la vente d'une entreprise. Elle nous parle des éléments importants à avoir sous le radar, les pires erreurs et les bons coups qu'elle a vus. Et elle nous donne quelques conseils sur ce que nous devons avoir sous le radar pour une bonne négociation, vente ou achat. Hey, bonjour Paul, comment vas-tu? Ça va super bien. Ça va On est super une belle bien. journée de lundi, pleine de neige, c'est merveilleux. Pleine de neige, c'est merveilleux. Hey, Paul McNicol, je veux te dire un immense merci d'accepter de faire cette entrevue dans le cadre de la nouvelle série Relève réussie. Donc, écoute, tu es comptable, entrepreneur, maman, C'est quand même amoureuse, pas pire. amoureuse et tout le kit, mais écoute, donc aujourd'hui, je suis vraiment fière de te présenter. Et si tu veux juste nous dire un petit peu, nous parler de ton entreprise et peut-être ce que tu vis, toi, au niveau de la relève actuellement. Mon entreprise, c'est une firme comptable qui est Groupe RDL Québec. Donc, nous autres, on est 8 associés, 65 employés. Et justement, je suis en processus d'un transfert de relève pour ma part à moi dans ce que je vis. Donc, justement, à partir du 1er janvier 2022, je transfère la direction générale du bureau à un autre associé. Et dans un an, je vais quitter l'organisation pour laisser la place à cette jeunesse qui peut amener un souffle nouveau dans notre organisation au sein de notre cabinet. Notre cabinet, nous, c'est services comptables à tous égards avec l'accompagnement d'entreprises, de services conseils aux entreprises qu'on a. Et puis, écoute, on se fréquente depuis quelques années là, dans le cadre de nos groupes J'ai d'entrepreneurs. le plaisir de te connaître, Diane. Ben, c'est pareil. Puis, tu sais, dans ce mandat que Vigie-Coaching a d'accompagner les entrepreneurs, ben, j'ai eu le bonheur de t'introduire dans des mandats puis de voir comment tu pouvais faire une énorme différence. Alors, pour aller un peu dans le cadre de l'entrevue, j'aimerais te demander avec ton expertise et ton expérience, je commence par les mêmes questions. Et puis, je voudrais dire, tiens, toi, tu as intitulé ton entrevue Préparer la mariée. Hein? Oui. Alors, je voudrais te demander, dans le cadre justement de préparer une relève, je commence tout le temps par les pires erreurs ou les conseils ou les meilleures choses que tu as vues. Qu'est-ce que tu as vu comme de plus malheureux et que tu as vu donc dans des situations par rapport à un transfert ou une vente d'entreprise, que ce soit à des étrangers, à des employés ou à des membres de la famille? Qu'est-ce que tu vois qui est pire puis qu'est-ce que ça peut donner comme mauvaises conséquences? Ce que j'ai vu le pire, c'est justement soit des entreprises qui qui ont dû fermer alors qu'ils auraient pu être vendus. Ça a été quand même donc des gens qui ont travaillé toute leur vie. Puis, comme ils étaient trop, tu sais, pas des fois, on peut planifier la vente, mais des fois, il y a des situations dans la vie qui fait qu'on n'a pas suffisamment préparé la relève et qu'on tombe malade. Fait qu'à ce moment-là, on n'a pas mis en place une équipe de transfert. Et ça a fait en sorte qu'on a fermé l'entreprise. Ça, c'est quand même, je pense, dans les pires qu'on peut trouver. De ne pas trouver finalement, de ne pas avoir l'opportunité ou de trouver la relève, de ne pas l'avoir bien préparée, cette relève-là qui, malgré des fois une maladie, fait en sorte que, bon, moi, je ne me souhaite pas d'être malade d'ici un an, mais si maintenant je tombais malade, ben, je sais que j'ai une équipe assez solide qui ferait en sorte que je ne suis plus indispensable dans l'organisation sous une certaine forme. Ensuite de ça, ce que j'ai constaté aussi souvent, c'est que justement, les entrepreneurs travaillent d'arrache-pied, surtout ceux qui sont mettons, dans ma génération. Je ne dis pas que les jeunes entrepreneurs, c'est pas, on est dans une situation différente, mais ceux que ça fait déjà là, des 25, 30 ans, 40 ans qui travaillent, qui ont bûché à la sueur de leur front. Et là, ils se retrouvent des fois parce que surtout des fois après la COVID, on dirait que les entrepreneurs sont encore plus fragiles
où, comme on dit, il y a une écœurite aiguë, là, si on peut s'exprimer ainsi, et là, décident rapidement de vendre l'entreprise et à ce moment-là, ne vont pas chercher les conseils nécessaires et se font soit avoir, soit par le prix, par différentes conditions, ils ne vont pas chercher la valeur de finalement, parce qu'une entreprise, quand on bâtit l'entreprise, on bâtit notre fonds de pension. Fait que ça, des fois, je veux pas notre retraite, on veut, tu sais, tout le monde veut avoir la meilleure retraite possible, puis être capable de jouir de l'argent finalement qu'on a pu aller en retirer de cette entreprise-là. Donc, si on ne va pas chercher le meilleur, c'est là que c'est aussi des situations là, assez importantes. Ensuite de ça, au niveau familial, ce qui peut arriver également, c'est justement des chicanes de famille. Justement, d'ailleurs, j'en suis dans un dossier actuellement où ce que le père, qui a un certain âge, de 73, 75 ans, ses enfants veulent prendre la relève, sauf que il y a 3 enfants avec des beaux-frères, des belles-sœurs. Mais là, évidemment, tout récemment, là, il a mis ça sur la glace parce que la chicane est en train les enfants pensent que ça devrait être leur héritage, donc ils n'ont pas besoin de payer. Les enfants, entre eux autres, ont su développer leur entrepreneurship, leur leadership et décider c'est qui va gérer cette boîte-là, vraiment établir les rôles de chacun. Et là, donc tu vois le père qui est émotif dans cette transaction-là, les enfants qui ne réussissent pas à se décider et à s'entendre, puis ils ne se font pas toujours accompagner comme il se doit. Fait que j'ai vu justement jeudi là-dessus pour essayer de reprendre le relais pour que la réussite, moi, au fond, ce que j'aime, moi, c'est de faire en sorte qu'il y a une transaction puis que les PME continuent d'être leur développement, leur croissance. La pérennité, assurer la survie de l'entreprise. Exactement. C'est bien documenté que pour un entrepreneur, ce qui est important dans une relève, c'est qu'il pense que 50, 10 ans après, il peut passer devant puis voir encore le nom puis dire « Wow, ça existe encore », puis même ils l'ont amené plus loin que moi. Exactement. On sait que c'est ça le premier désir de tout entrepreneur. Je reviens sur le fameux livre que le CETEC a lancé, avec Génération Repreneur, puis des étapes, puis on parle qu'il y a 4 éléments importants à transférer dans une entreprise, les actifs, le savoir, le pouvoir et le leadership. Tu es une spécialiste du transfert des actifs ou des actions. Sur le plan, justement, on va profiter de ta spécialité pour dire, sur cet aspect-là spécifique, qu'est-ce qu'on devrait avoir particulièrement sous le radar? Je sais, entre autres, que tu disais se préparer d'avance, c'est d'en parler, mais dis-moi en plus, sur le plan financier, qu'est-ce que je devrais avoir sous le radar qui est important pour bien réussir? Bien, au niveau, moi, je parle de préparer la mariée. D'une part, quand je parle de ça ne doit pas se faire idéalement sur. On pense des fois, comme je te dis tantôt, les entrepreneurs, et des fois, ils ont leur curette aiguë et puis ils pensent que dans 3 mois, 6 mois, le dossier va être réglé. Donc, quand je parle de préparer le mariage, ça doit se faire sur un 3 à 5 ans idéalement. Et même quand on parle dans le contexte familial, ça peut se faire plus que ça. Si on y va avec l'aspect plus financier, fiscal, à ce moment-là, on doit s'assurer que notre entreprise, elle est rentable. Donc, des fois, les entrepreneurs, ne veulent pas quand c'est, tu sais, des fois, quand tu vas chercher ton salaire, puis tu le quittes, puis ça te convient quand même parce que tu t'es rendu ce que tes besoins financiers de rentabilité te suffit. Tu vas chercher le profit qui te justifie pour ton coût de vie, puis ça te va très bien. Alors que des fois, justement, parce que lorsqu'on vend notre entreprise, on ne vend pas le passé, on vend la capacité à l'acheteur, au repreneur, d'aller chercher de la rentabilité puis la profitabilité. Donc, il faut que ça soit là. Il faut que ce soit aussi présenté dans les états financiers. On sait que ça ne devrait pas exister, mais ce que j'appelle des fois des avantages sociaux de patron, c'est des fois, il y a certains, ça ne devrait pas exister, ça c'est clair. Il n'y a pas un entrepreneur qui le fait. Mais des fois, en jasant avec nos clients, ça arrive que malheureusement, ils le font. Puis, ils ne vont pas démontrer toute les réelles transactions. Donc, ça, ce n'est pas reflété. Et
on se gâte avec ce qui est possible de faire, tout ce qu'on peut utiliser dans la fiscalité, mais à quelque part, si on joue trop avec ce levier-là, dans les livres, c'est que ça enlève de la valeur Exactement. concrète, là, officielle à Exactement. l'entreprise. Exactement. Puis ce que l'acheteur sur lequel il va se baser, bien, il va se baser sur les chiffres qui auront été présentés dans les états financiers historiques. Donc, si certaines affaires n'ont pas été tout à fait présentes, ben à ce moment-là, c'est bon. Fait qu'il y a une question de rentabilité. Et ça, ben, des fois, bon, ben, la rentabilité, ben, il faut regarder est-ce que nos marges sont bonnes, est-ce qu'on a des dépenses excédentaires. Donc, il faut faire un peu le ménage puis s'assurer d'aller optimiser la rentabilité puis faire en sorte que ça doit être quelque chose qui doit être présent là dans l'entreprise pour préparer. Et ça, comme je te dis, ça se fait sur un horizon de 3-5 ans. Parce que les états financiers, ce n'est pas juste la dernière année qui va être regardée par l'acheteur, ça va être son historique. Donc, si on a juste une bonne année de rentabilité, bien, ça vient sécuriser notre acheteur à ce moment-là. Puis, le prix qui va lui être offert à notre client, bien, ça va être moins. Fait que ça, c'est un élément qui est important que nos clients regardent, voir est-ce que mon entreprise est optimale au niveau de la rentabilité. Également, au niveau de la fiscalité. La fiscalité, bien, il y a une structure d'organisation. Et lorsqu'on parle de vente d'actions, OK, lorsqu'on parle de vente d'actions, bien, à ce moment-là, il faut s'assurer qu'on a la capacité de bénéficier de cette. Il y a des avantages fiscaux qui existent. Parce que les entrepreneurs qui sont actionnaires d'une entreprise, s'ils respectent les critères, je ne vais pas aller dans le détail, dans la technicalité, dans le contexte de notre entrevue, mais ils peuvent aller chercher une exonération du gain capital à partir du 1er janvier 2022 de 913 360. Donc, ça veut dire, ça représente en termes de si l'entrepreneur peut vendre ses actions jusqu'à, mettons, la valeur de 913 360, puis s'il se qualifie à ça, ben, il peut aller, ça économise 228 000 d'impôts. Donc, ça fait une énorme différence. Ça fait une énorme différence. Et tu m'expliquais aussi que c'est la distinction entre vendre des actifs ou vendre des actions. Puis, tu me mentionnais également qu'il faut être propriétaire personnellement des actions. Est-ce que je t'ai bien compris? Il ne faut pas que ce soit la compagnie de gestion qui soit propriétaire de l'entreprise pour pouvoir jouir de cette exonération. C'est ça, l'exonération est possible pour des individus et non pour des. Tu sais, si mettons, on a effectivement une compagnie qui détient un autre qui détient l'opérante, mais cette compagnie-là, si c'est elle qui vend, elle ne pourra pas bénéficier de l'exonération. Il faut que ce soit mon propriétaire. Également, l'autre chose, c'est que quand on parle de préparer la mariée, c'est que cette exonération-là, elle est également possible d'être multipliée, c'est-à-dire d'être partagée pour l'entrepreneur qui vendrait, mettons, plus que 913 360, peut le partager via une fiducie, en mettant en place une fiducie familiale, peut être partagé avec, mettons, l'épouse, avec des enfants ou quoi que ce soit majeur. Donc, à ce moment-là, quelqu'un qui, mettons, pour les fins de notre discussion, on arrondit à 900 000 là, pour les fins de calcul rapide. Donc, quelqu'un qui aurait la possibilité de le multiplier 4 fois, bien, s'il vend son entreprise 3 600 000, bien, il multiplie 4 fois et à ce moment-là, bien, ça fait le 228 000 fois 4 qui vient d'économiser. Ça fait une différence. Pour le restant de notre vie, notre sécurité, c'est très, exactement. Très important. Ça, c'est le genre de choses, ben, si tu ne l'as pas préparé plusieurs années d'avance, ben, ce n'est pas dans 3 mois que tu peux faire un changement de chiffre. Tout à fait. Ça, il faut moins, lorsqu'on parle d'une fiducie, il faut moins prévoir un 2 à 5 ans de mise en place de la fiducie pour pouvoir multiplier. C'est sûr que ça dépend de la valeur de notre entreprise. Si on ne pense pas que ça vaut plus que 913 360, ben, il faut juste s'assurer de respecter les critères nécessaires, comme justement dans un dossier, j'avais une entreprise qui avait quand même été profitable, mais cette entreprise-là qui était opérante, elle avait plein de placements parce que le propriétaire avait laissé l'argent dans l'entreprise. Donc l'entreprise avait fait des placements à boursier, mais là, ça ne rentre pas dans les critères d'exonération. Fait que là encore, il faut préparer la fiscalité pour pouvoir s'assurer de bénéficier de l'exonération. OK. Donc, j'entends que dans les choses que tu as vues qui pouvaient vraiment impacter de façon négative la retraite de quelqu'un,
c'est de ne pas avoir préparé le côté financier et fiscal de l'entreprise pour profiter au maximum des gains de cette vente-là. Exactement. Quoi d'autre que tu as vu dans des ventes peut-être familiales? Parce qu'on sait que ça représente presque 90% des entreprises et des transferts au Québec. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises familiales. Quoi d'autre que tu as vu? Donc, tu disais de bien communiquer, de bien communiquer. Ben là, c'est peut-être pas tant niveau fiscal un peu. Là, maintenant, justement, il est possible d'utiliser cette exonération-là que je viens de vous parler, de l'utiliser maintenant quand il y a des transferts en famille, ce qui n'était pas possible jusqu'au 30 juin 2021. Donc, fait que ça, c'est maintenant, il y a eu un projet de loi qui a été sanctionné. Fait que ça va aider ce transfert-là. Mais ce qu'on voit au travers aussi avec des transferts familiales, c'est justement c'est que les enfants ne veulent pas payer leurs parents. Fait qu'à ce moment-là, pour l'entrepreneur, si lui a besoin, dépendamment de ses besoins financiers pour sa retraite, si lui veut monnayer, aller chercher de l'argent pour pouvoir profiter lui aussi de sa retraite, à ce moment-là, les enfants, des fois, ils voient ça comme étant du cash, puis ils jouent avec l'argent de Monopoly de leurs parents. Fait qu'à ce moment-là, ça, c'est des risques financiers aussi, puis au niveau de la pérennité de l'entreprise. Ce qui fait qu'avec un transfert d'enfants, comme il y a aussi beaucoup d'aspects émotionnels qui est là, beaucoup d'émotions, comme je vous dis, des fois, le parent fait pas de distinction entre l'aspect, cet enfant-là, ce garçon-là, c'est ma fille, c'est mon gars, mais dans le cadre de mon entreprise, c'est mettons, un futur actionnaire, c'est une relève, c'est un employé qui va prendre le leadership. Et à ce moment-là, ce qui se fait des fois, ce n'est pas tant au niveau de l'aspect financier, mais c'est aussi au niveau de l'aspect connaissance, comme tu disais tantôt, dans les transferts. Donc, il y a le transfert de savoir, connaissance, du leadership, de permettre aux jeunes de prendre sa place là-dedans. Est-ce que tu vois que souvent, les gens manquent d'informations aussi, on pense juste à transférer les actifs ou les actions, l'entreprise, beaucoup la question d'argent, mais on ne met pas beaucoup de temps pour transférer les autres aspects, les aspects invisibles de l'entreprise. Et ça, c'est, je dirais, dans beaucoup d'entreprises, c'est un volet que les entrepreneurs oublient beaucoup. Et ça, je suis d'accord que des gens comme toi sont très importants parce que, au fond, des fois, les propriétaires sont hyper émotifs là-dedans. C'est leur bébé. Ils ne veulent pas trop lâcher la corde. Et moi-même, indirectement, je suis en train directement de vivre aussi ce fait que là, dans un an, je quitte. OK, c'est correct, c'est parfait que ma relève prenne plus de leadership de ça, c'est bien parfait. Mais ça reste que c'est quand même, OK, il y a un petit peu d'ego qu'on doit mettre de côté, d'humilité. Fait que c'est quand même un défi. Puis, moi, ce que je dis aux gens, c'est avant, quand mes entrepreneurs viennent me parler de vendre leur entreprise, je viens leur dire qu'est-ce que tu veux en bout de ligne? Puis là, je leur parle justement, est-ce que tu as besoin de cet argent-là? Est-ce que tu veux, comme mettons, avec des transferts de relève d'employés aussi, ça a son défi. Parce que, là encore, on est quand même, il reste que quand on transfère à une jeune génération, quand c'est, mettons, un transfert avec des enfants ou avec des employés, souvent, je veux dire, les gens ont quand même, tu sais, sont dans une strate de vie, les entrepreneurs, les repreneurs, ils sont dans un contexte de jeune famille, de maison, de char, donc, en termes de la mise de fonds, elle n'est pas toujours là au rendez-vous. Et ça, c'est un sujet qui doit être abordé par l'entrepreneur puis par les deux parties pour venir éviter ce conflit-là. Puis, c'est ça. Donc, ça, c'est au fond, la recette de la fiscalité, là, elle est facile, en autant qu'on sache qu'est-ce qu'on veut. Et c'est ça que Qu'est-ce qu'on veut? Puis tu l'as dit, Paul, c'est pas toujours évident, puis tu l'as vécu toi aussi. Hein? Puis là, mais plus on avance, si on ne met pas des termes, des temps, tout le monde commence à se sentir mal. Ouais. Hein?
celui qui est vendeur, là, il se sent poussé par la relève, mais il se dit pas de suite. Alors, tu sais, savoir quitter au bon moment puis l'annoncer officiellement, comme tu l'as tellement bien fait la semaine dernière, un an d'avance, hein, suite à notre conversation. Alors, ça, il faudrait diffuser ça, là, que tu as mis ton casque de constructeur. C'est ton papa qui était dans le domaine de la construction, Paul? C'est ça, mon père est entrepreneur, donc Déjà, mon fille père était un d'entrepreneur. bâtisseur en construction, donc pour moi, ça a été un grand. Il m'a inspiré beaucoup parce que c'est ça, moi, je me définis beaucoup plus comme une entrepreneur qui est devenue comptable qu'une comptable. Définitif, je le confirme. Fait que, Je veux quand même raconter, tu as fait quelque chose d'exceptionnel. Hein? Tu as fait une vidéo, tu as mis ton casque de constructeur, ta veste de construction. Puis là, tu as pris un coffre à outils, puis tu as mis 5 éléments dedans sur lesquels tu avais écrit chacune des valeurs de l'entreprise. Puis tu as fait une vidéo, puis pour tous les gens à qui tu transférais pour annoncer le transfert. Hein, puis en même temps, amener toutes tes valeurs là-dedans. Je veux te dire, des fois, on dit, là, oh, les comptables, les bas bruns, ils sont plates. En tout cas, toi, tu es ultra créative avec une humanité rare. Je sais que tu as accompagné des centaines d'entreprises là-dedans, mais ton cœur, ce que tu amènes comme expertise d'entrepreneur là-dedans est vraiment exceptionnel. Tu parlais des enfants. C'est trop gentil, Diane, merci. Ben, c'est vrai, Paul. Et puis, tu disais aussi, voilà, ceux qui reprennent, ils sont souvent au moment de la vie, l'hypothèque, le premier bébé, les couches, ça coûte cher, la finance est au top. Mais tu disais, faut qu'ils mettent un montant aussi pour s'engager. C'est important quand même qu'il y ait un montant pour s'engager. C'est un des conseils que tu donnais. Donc, j'entends, peut-être qu'on peut aller de ce côté-là, du côté des conseils. Tu disais ne pas rester seul, se faire accompagner, commencer par se demander qu'est-ce que je veux, moi, comme vendeur, hein? Quels sont mes besoins financiers? À quoi ressemble la valeur de l'entreprise? Est-ce que j'ai bien identifié? Puis mettre des temps de transfert, de ne pas étrangler financièrement, d'être réaliste par rapport à mes besoins. On veut assurer la pérennité. Ouais. Puis, il y a beaucoup de programmes aussi de financement pour des jeunes présentement qui veulent se lancer en entreprise. C'est un moment historique vraiment fantastique pour la relève. Hey, tu m'enlèves les mots de la bouche, ma chère Diane. Excuse-moi, je t'ai pas volé ta conclusion. Non, mais tu as très bien saisi tout le sens de notre entrevue parce qu'effectivement, pour les repreneurs, c'est des belles opportunités qu'ils ont parce que bâtir dans un sous-sol, moi-même, j'ai parti mon cabinet comptable dans le sous-sol chez nous avec 10 000 de chiffre d'affaires. Et c'est pas, ça a pris plusieurs années avant que j'arrive à un moment où ce que je peux dire, bon, OK, je commence à avoir une certaine sécurité de clientèle, une certaine rémunération à ma juste valeur, parce que je veux pas, quand j'ai quitté mon rôle de salarié à devenir à mon compte, on s'entend que 10 000 de chiffre d'affaires, je gagnais un petit peu plus que ça en salaire. Donc, ça a pris un certain temps. Fait que, donc, arriver avec une entreprise qui est déjà un historique, une notoriété, une expertise et qui peut parfois être mentorée par le vendeur, c'est une opportunité extraordinaire qui est là. Et pour tous les repreneurs qui sont là, qui ont la fibre entrepreneur, également, tu me demandais si je trouve que la position que l'entrepreneur, malgré que le fait qu'on ne veut pas les égorger, ce n'est pas là l'objectif, c'est parce qu'au fond, on veut la pérennité de l'entreprise. Donc, autant le vendeur que l'acquéreur, les institutions financières, personne ne veut étrangler cette opportunité-là de jeunes entrepreneurs qui veulent prendre la relève et qui vont l'emmener ailleurs. Par contre, moi, j'ai comme peut-être soit une philosophie qui est peut-être un peu plus traditionnelle, si on peut dire, mais je considère que de demander à nos jeunes d'investir, aussi petit soit le montant, à leur niveau de capacité, bien, c'est un engagement. C'est un engagement qui fait en sorte qu'ils vont se lever le matin avec un peu plus l'effort. C'est comme un peu, comme je dis, donner un char à son enfant.
puis lui demander de payer, d'avoir un prêt pour le kit, je suis pas sûre qu'il va conduire de la même façon. la même façon, qu'il va La métaphore faire est le bonne. ménage, qu'il va nettoyer son pare-brise, le shiner, puis le kit. Ouais. Moi, je pense que ça fait une différence. C'est sûr qu'il ne faut pas les égorger. Tu ne vas pas leur faire des prêts qui sont inadmissibles. Mais par contre, leur dire un certain engagement. Et là encore, peut-être, moi-même, quand j'ai eu, au travers de la croissance de mon bureau, j'ai eu à faire des acquisitions de clientèle. Et une de mes premières acquisitions de clientèle que j'ai eu à faire, ben, j'ai été chercher ce qu'on appelle la love money. Donc, il y a des gens autour de moi. Moi, je n'avais pas moi non plus. J'étais dans les mêmes générations que nos jeunes entrepreneurs. J'avais à peine de 32 ans, 33 ans. J'avais 2 enfants à ce moment-là, une maison, puis c'est ça. Fait que, et là, j'avais affaire à acheter une clientèle. Donc, ce que j'ai fait, j'ai demandé à des amis, des frères, des gens qui me connaissent, qui avaient confiance en moi, qui savaient qui j'étais, c'est quoi l'expertise que j'avais. Puis moi, j'ai pas pu, il a fallu que j'en prenne quelques-uns parce qu'un petit 5 000 là, puis un petit 10 000 là, tu sais, fait que, mais ça me suffit d'aller chercher mon 20 000 de mise de fonds qui était nécessaire pour que je puisse aller faire mon prêt à la banque pour le reste. Mais ces gens-là qui me donnaient 5 000, 10 000, puis qui le quittent, ben, je leur donnais un taux d'intérêt qui était un taux d'intérêt intéressant là, pour eux autres, ce qui était. Puis ces gens-là, je m'étais engagée à les rembourser avec les profits que j'allais faire au cours des prochaines années. Je pense que je me suis dit c'était 2-3 ans. Puis je les ai remboursés tout plus vite que ça s'enlignait. Mais ces gens-là me faisaient confiance et c'est sécurisant pour le banquier qui voit que la personne est allée chercher sa love money. Fait que les gens qui la connaissent on foi à elle, c'est ça, on foi à elle. Fait que c'est aussi un partage de risques qui est là. Fait que donc moi, je suis dans cette génération-là de demander à nos gens, nos repreneurs de mettre une mise de fonds. Puis autant même si c'est un enfant. Moi, je vais dans la même recommandation quand c'est un enfant aussi qui est là. Puis comme tu disais, après ça, actuellement, il y a tellement de programmes qui existent de transfert d'entreprise que c'est facile d'aller chercher, c'est relativement facile d'aller chercher des emprunts de transfert de relève dans des conditions qui ne sont plus des conditions qu'on a déjà eues, là, des fois des 10, 12, 14 %. Donc, on peut aller se faire financer par des institutions financières à des 4, 5, 6 %, ce qui n'est pas très des taux élevés là, par rapport à. Ce pas des gros taux à risque. Ce qu'on a déjà connu. Hein? Exactement. Ouais. Alors, dis-moi, ce serait quoi les 3 principaux conseils donc, que tu donnerais à quelqu'un qui veut commencer à quelqu'un qui, tu sais, déjà 60 ans, on devrait commencer à y penser, même si on n'a pas envie d'arrêter de travailler jamais. À mon sens, à moi, ça devrait être avant 60 ans, non, mais bon. Ah oui, toi, tu dis à partir de 55 ans, on devrait ne serait-ce que valoriser l'entreprise. Au moins commencer à le dire, à l'exprimer et à réfléchir. Oui. Puis ça se fait dans 10 ans, c'est pas grave. Parce que, comme je te dis, des fois, il arrive malheureusement entre le 55 puis des fois le 65, il arrive, comme je te dis, des maladies, il arrive toutes sortes de choses. Fait que des fois, si ce n'est pas tous les aspects, mais au moins se poser la question. Est-ce que je suis, mettons, fiscalement, je suis structurée correct? OK. Est-ce que mon équipe de bras droit, de bras gauche, est-ce que c'est pour des aspects plus managériels, leadership? Assez solide. Ça fait partie des éléments qu'on regarde pour donner de la valeur à une entreprise. Surtout en pénurie de main-d'œuvre aujourd'hui, ça ne s'inscrit pas dans le bilan, mais est-ce qu'il y a un gros roulement de personnel? Le personnel à quel âge? C'est ça, c'est ça. Parce que les gens veulent acheter le know-how, puis le personnel, puis le savoir des gens. Fait, ça veut dire que ce n'est pas dans l'actif au bilan, mais il faut quand même s'assurer pour préparer la mariée de est-ce que j'ai le personnel pour qu'il y ait de l'avenir aussi pour l'entreprise. Donc, c'est ça. Donc, à ce moment-là, pour moi, c'est ça. C'est se donner du temps. C'est prendre le temps de s'arrêter, puis juste d'en parler. Souvent, c'est des choses que, avec votre comptable, lorsqu'il vous remet les états financiers, prenez le temps d'aborder ce point-là. Dire, moi, je ne veux pas prendre ma retraite tout de suite, mais j'envisage ça dans 5 à 10 ans. Oui. Au moins, poser la question. Qu'est-ce que je devrais commencer à regarder? Oui. Exactement. Donc, se donner du temps.
n'hésitez pas à vous faire accompagner. C'est de l'investissement, ce n'est pas une dépense, c'est de l'investissement parce que vous pouvez laisser beaucoup d'argent sur la table si vous ne prenez pas le temps de poser la question. Et à ce moment-là, de vous assurer de vous préparer s'il y a des actions qui doivent être faites parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, ce serait un conseil. Et lorsqu'on arrive proche du moment qu'on veut vendre, bien, évidemment, c'est de ne pas faire d'entente et de bien établir la valeur de l'entreprise. La valeur de l'entreprise, il y a des techniques. Improvisez-vous pas. Vous avez des fois des idées de ce que vaut votre entreprise. Ça, des fois, c'est ce qu'on veut, des fois, on veut peut-être un peu trop. Et là, à ce moment-là, on l'éloigne des gens. On n'est pas crédible non plus. Oui. Puis on vit des déceptions et des illusions. Hein? Exactement. Donc, puis souvent, on a mis toute notre vie là-dedans, puis on a envie, fait qu'on se dit, hey, ça vaut, mais il y a des façons d'évaluer une entreprise, puis il faut être réaliste. Et l'autre affaire, bien, il y en a qui, justement, ne savent pas la différence entre vendre des actifs ou vendre des actions. Donc, eux autres, ils pensent juste à dire, moi, mon entreprise vaut ça, mais c'est les actifs. Ils oublient qu'ils ont des dettes avec ça. Fait que ça ne vient pas faire la même chose. Fait que dans les conseils, bien, je vous dirais, prenez au moins 3 à 5 ans pour en parler à votre comptable, même si vous n'envisagez pas de le faire tout de suite parce qu'on ne sait jamais ce que la vie nous réserve, malheureusement. Donc, ça peut être des bonnes nouvelles, mais ça peut être des nouvelles qui vont faire en sorte qu'on doit agir rapidement, puis si on n'a pas eu l'occasion de le faire. Également, ben, c'est mettre en place une équipe solide de relève. De relève, puis établir la valeur. Je pense que ce serait pas mal les éléments sur lesquels... Les éléments importants que tu voulais nous transmettre. Et ne pas rien signer sans en parler à vos experts. Rien signer sans parler aux experts. Une ligne, une phrase, un terme, et puis tout à coup, il peut y avoir bien des choses différentes. Et des sous qui sont laissés sur la table. Et des sous laissés sur la table. Alors, pour s'assurer d'avoir des beaux Noëls, une belle en famille, hein, pas de la chicane, mais des beaux Noëls en famille, d'avoir tous les sous qu'il faut pour notre retraite, de s'assurer qu'on n'a pas travaillé toute notre vie pour rien, mais qu'on a monté quelque chose qu'on va pouvoir vendre puis avoir un revenu de retraite si on en a besoin. Donc, c'est des éléments importants. Hey, Paul, je veux te dire merci infiniment pour ces... C'est moi qui te remercie, Diane. Puis merci pour toute la tendresse que tu mets dans l'expérience et l'expertise. Je l'appelle la douce tigresse, une négociatrice incroyable, juste, impartiale, avec beaucoup, beaucoup d'expertise et beaucoup, beaucoup d'humanité. Paul McNichol, merci infiniment. Puis alors, tout le monde retenez, ne restez pas seul. Exactement. Merci beaucoup, Paul. Merci à toi, Diane. Merci à vous tous. Puis soyez assurés que les gens qui vous accompagnent, c'est des gens comme des gens comme moi qu'on n'a pas l'émotivité. Donc, on est là pour la pérennité de l'entreprise. C'est ce qui nous motive, qui est notre ADN, c'est de continuer que nos entreprises fleurissent et qu'on soit fiers. Faire attention à notre cœur et à nos émotions, effectivement. Exactement. Alors, écoute, merci infiniment. Puis, on va souhaiter donc à tout le monde de réfléchir d'avance à leur relève, leur transfert et de se faire accompagner. Merci beaucoup, Paul. Merci à toi, Diane. À une prochaine. Bye-bye. Bon travail d'accompagnement auprès des entrepreneurs. Merci. Bye. Merci. Au revoir. Vous êtes en processus de préparer votre relève, en train de vendre ou en train d'acheter, ou bien de passer le témoin. Vous aimeriez être accompagné dans cette étape importante de votre vie? Prenez rendez-vous avec Diane Lépine, présidente de Vigie Coaching, pour partager et voir quels pourraient être les éléments significatifs pour mieux vivre cette étape avec harmonie pour tous les parties.